l'école est périmée. Toi, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que tu en penses? On peut quand même admettre que... Un bon numéro de téléphone, même qu'un Master 2. Toi, en tant qu'enseignant, comment tu perçois la chose? Tu peux avoir un bon numéro de téléphone et arriver, tu n'arrives pas à t'exprimer. On se rend compte que tu as des... On va dire que tu as des tares. La condition de l'enseignant, c'est la base pour que l'éducation au Cameroun reprenne sa valeur. Et toi, aujourd'hui, en tant qu'enseignant, lorsque tu vois des élèves, Oui. tu leur dis quoi pour leur vie future? Je vois des enfants aujourd'hui finir, avoir un bac C et aller s'inscrire à l'école normale. Je leur demande de ne pas gâcher toutes ces années d'études. Comment ça se fait que les enseignants qui sont censés distiller la connaissance se plaignent du salaire qui est petit? Tu es millionnaire. Je peux dire aujourd'hui que oui, je suis millionnaire. Oh, pour un enseignant qui souhaite devenir millionnaire, par où il commence? Moi, je dirais, il commence par... Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. C'est quoi le rôle d'un enseignant? Pour ma part, le rôle d'un enseignant, c'est éduquer la société. C'est le rôle qui lui a été assigné par, on va dire, l'État, par le peuple. Oui. Éduquer la société. Donc, quand je parle de la société, je parle de tout le monde. Puisque l'enseignant, c'est le maître de tout le monde. Oui. Nous sommes là, toi et moi, nous sommes là aujourd'hui parce qu'un enseignant a mis quelque chose en nous, il a sémé quelque chose en nous. On peut s'exprimer aujourd'hui parce que un enseignant nous a inculqué cette confiance en nous là. Bon, ça c'est que je peux dire. Mais les parents aussi éduquent. C'est quoi la différence du coup? Bon, le parent éduque plus dans le sens de, on va dire quoi, la sociabilité. Bon, pour moi, c'est ça. Donc, le rôle du parent est plus basique. Donc, le rôle du parent est plus basique. Le parent va t'apprendre on va dire quoi, les bases de la vie. Le parent va t'apprendre à te lever. Le parent va t'apprendre à te laver. Le parent va t'apprendre à, on va dire quoi, le parent va t'apprendre à te comporter dans la société, à bien te comporter dans la société. Donc, le rôle de l'enseignant, lui, sera de te donner ce petit plus qui fera de toi quelqu'un de, on va dire quoi, de différent. Donc, si on veut faire le parallèle entre celui qui n'est pas allé à l'école et celui qui est allé à l'école, on verra que celui qui est allé à l'école a toujours quelque chose de raffiné par rapport à celui qui n'est pas allé à l'école. Donc, je me dis que l'enseignant est quelqu'un qui t'inculque une certaine on va dire finesse dans la façon de faire les choses. Réfléchir. Voilà. Donc, je peux définir le rôle de l'enseignant de cette façon-là. D'accord. Je vais un peu tirer chez les enseignants. Hein, voilà. Oui. Voilà. Il y a un penseur qui a dit un bon numéro de téléphone, même qu'un Master 2. Toi, en tant qu'enseignant, comment tu perçois la chose? Dans le contexte actuel, avec ce qui se passe, les réseaux sociaux, je vais dire que au fil du temps, on se rend compte que c'est malheureusement vrai. Malheureusement, c'est quelque chose qui peut, on va dire, aller dans le sens de la vérité. Un bon numéro de téléphone, c'est vrai, ça ouvre des portes. Ça permet de faire des rencontres. Mais ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est que tu peux avoir un bon numéro de téléphone et arriver, tu n'arrives pas à t'exprimer. On se rend compte que tu as on va dire que tu as des tares. Oui. On se rend compte que tu as des insuffisances. À cet instant-là, on ne va pas me dire qu'un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un Master 2. À un certain niveau, bien sûr, parce que je le dis toujours. Je dis toujours qu'il y aura toujours un niveau où on aura besoin des
excellents. Oui. Il y aura toujours un niveau où on aura besoin des excellents. Des gens vont mettre en avant leurs relations, des gens vont mettre en avant leur parapluie, leur godasse, mais à un certain niveau, on aura besoin de la compétence. On aura toujours besoin de ça. Et là, à ce moment-là, le numéro de téléphone ne te servira à rien. Tout à fait. Donc, je pense que ce genre d'assertion-là ont leur sens jusqu'à un certain niveau. Hein. Donc, qu'on ne se trompe pas, il vaut mieux quand même avoir ce parchemin-là, ce sésame-là. Il vaut mieux toujours l'avoir avant de se prévaloir d'une relation qu'on pourra avoir. Donc, je me dis que à la base, chacun devrait avoir son sésame. Oui. Ok. Et autre chose, l'école est périmée. Ah bon? Oui, c'est les gens qui pensent ça. Toi, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que, comme je viens de le dire, par-dessus tout, l'école a sa place. L'école a sa place, pourquoi? Parce que... Je n'ai pas dit l'éducation. Hein. J'ai dit l'école. Oui. L'école. Oui. Bon, c'est vrai, l'école, quand j'entends maintenant la question, dans le sens où l'école comme institution, voilà, où on va s'asseoir. On apprend l'histoire, les mathématiques. Exactement. Tout, ouais. Bon, vu de cette façon-là, on peut quand même admettre que il y a une certaine façon de... Disons, il faut réadapter les choses en fonction des contextes. Oui. Si je veux parler du contexte africain, oui, la façon dont nous faisons l'école de nos jours, je ne pense pas que ça peut nous amener à l'émergence en 2035, comme le veut bien notre président. Pourquoi? Parce que les choses sont devenues obsolètes. Qu'est-ce qui est devenu obsolète, précisément? Voyez-vous, notre ministre, oui, Madame Nalova, nous parle depuis quelques années de digitalisation. Dans la bouche des enseignants et des inspecteurs qui viennent sur le terrain, ne nous parlent que de digitalisation. L'autre jour, pendant les corrections du baccalauréat, on faisait encore ce commentaire-là. Oui. L'épreuve de... Il y a une épreuve de... Maintenant, il y a l'épreuve de physique théorique et l'épreuve de physique pratique. Ah, maintenant, oui, okay, d'accord, je savais pas. L'épreuve de physique pratique, mais tenez-vous tranquille. L'épreuve de physique pratique, c'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est du papier. Oui, c'est du papier. Donc, c'est un commentaire qu'on a et c'est la triste réalité. Comment l'épreuve de physique, il n'y a rien de pratique en fait. Si ce n'est le nom. Si ce n'est le nom. Waouh. Donc, vous comprenez que ils étaient obligés, ils sont obligés de faire ça. Pourquoi? Parce que à Yaoundé, on peut trouver des laboratoires. À Douala, on peut le faire. Mais quelqu'un qui est à Garigombo, il n'y aura pas de laboratoire. Et c'est le même bac que tous les élèves composent. Donc, vous voyez que la mise en œuvre de la politique, de l'éducation, c'est difficile dans le contexte africain, dans le contexte camerounais et par ricochet dans le contexte africain. C'est difficile parce que les choses ne vont pas au même rythme en fonction des régions. Dans la région de l'extrême nord, dans la région de l'est, dans la région du centre, les choses ne vont pas au même rythme. Et on ne peut pas parler de l'école, c'est-à-dire on ne peut pas parler de l'école au même titre en fonction de l'espace géographique où on se trouve. Donc, voilà pourquoi je dis, voilà pourquoi je suis d'accord avec le fait qu'on dise que l'école soit périmée. Enfin, le fait que tu dises que l'école soit périmée. Ce n'est que dans ce sens-là. Mais je continue de rester sur ma position. L'école... Fondamental. Et c'est fondamental. C'est même primordial. Moi, je pourrais dire que tu prêches pour ta paroisse. Bon, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Encore que... moi, dans le livre, et j'en parle dans le livre, je dis, l'école a perdu sa valeur parce qu'on ne l'a pas assez valorisée. Oh, c'est bien. Oui, ça a perdu sa valeur. Ouais. Le fait, et j'en parle dans le livre, comme je dis, le fait qu'on ait rendu l'école primaire gratuite,
C'est de là que tout est parti. Tu penses? Bon, je te laisse. Oui, à mon sens. C'est de là que tout est parti. On a coutume de dire ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Moi, je ne comprends pas comment on comprend ça. C'est-à-dire, on utilise cette expression au quotidien, mais on ne veut pas accepter que le fait que l'école primaire ce soir, je vais dire qu'on ait rendu l'école primaire gratuite, oui. Ça a contribué à ce que le métier de l'enseignant ait perdu de sa valeur. Et moi, je pense que c'était l'erreur. On aurait pu faire quoi? On aurait pu rendre cette école gratuite, ouais. Mais ne pas négliger la condition de l'enseignant. Parce que on a rendu l'école gratuite et on a arrêté de contractualiser les enseignants. Ah. Oui, on a arrêté de l'école primaire. Je parle de l'école primaire. Ouais. Et pire encore, ça fait quelques années, et même l'enseignement secondaire, le concours de l'école normale, le concours d'entrée à l'école normale, n'est plus un concours à intégration dans la fonction publique depuis quelques années. Et là, j'ai encore peur. J'ai peur, oui, bien sûr, parce que nous, on voit ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Oui, on voit que avec ces mesures-là, on a peur. On a peur que même le secondaire, même d'ici quelques années, le secondaire perde sa valeur. Si certaines mesures ne sont pas mises en place. Comme quoi, comme mesure? Comme la condition de l'enseignant. Et c'est quoi la condition de l'enseignant? On devrait revaloriser le salaire de l'enseignant. Dans au niveau du salaire? Au niveau du salaire, ce n'est qu'au niveau du salaire. Donc tu penses que les enseignants se plaignent aujourd'hui. Ce n'est qu'au niveau de leur rémunération, qui n'est pas proportionnelle à la masse de travail qu'ils abattent chaque jour. C'est la seule chose. Mettez un peu les enseignants à l'aise. On a vu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, au Gabon. Je ne dis pas que là-bas, c'est l'idéal. Parce que je sais que, je crois savoir que là-bas, le coût de la vie est un peu plus élevé que chez nous. Voilà. Donc, je sais ça. Mais si on revalorisait le salaire des enseignants, les choses changeraient. Les choses changeraient, je vous assure. Parce que les enseignants sont dehors, ne font pas le travail qu'ils sont censés faire au quotidien parce qu'ils sont obligés d'être dehors pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils sont obligés d'être dehors. Ils seront dans leur lycée d'attache, oui. Mais après ça, ils seront dehors dans ce qu'on appelle dans notre jargon les champs. Les champs, oui, okay. Dans notre jargon on appelle ça les champs. Oui. Et ils seront plus assidus aux champs que dans leur lycée d'attache. C'est la triste réalité. Parce qu'il sait que son salaire est déjà un acquis. Oui. Oui. Et que au champ, c'est le pointage. Au champ, c'est-à-dire dans les collèges privés et dans les groupes de répétition. Là-bas, c'est au pointage. S'il n'est pas là, il ne pointe pas. Okay. Donc, si l'enseignant était bien payé, je ne vois pas pourquoi il serait à courir après les 1000 francs, 1500 l'heure dans les collèges, au lieu de se concentrer sur on va dire quoi, la jeunesse que le pays lui a confiée. Voilà. Donc, la condition de l'enseignant, c'est la base. OK. Pour que l'éducation au Cameroun reprenne sa valeur. La condition de l'enseignant, c'est la base pour que l'éducation au Cameroun prenne sa valeur. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien. Comme tu auras pu le constater, aujourd'hui, on va donner la parole aux enseignants. Je vais massacrer l'enseignant qui est en face de moi aujourd'hui. Tu me connais, parce que moi j'ai les problèmes avec les enseignants. Donc aujourd'hui, là, je vais avec mes problèmes avec les enseignants. Hein? Donc ça sera sans condescendance, mais sans complaisance. On va tirer à balles réelles. Les cadavres vont mourir. Donc, restons concentrés. Les élèves là, restez concentrés. Parce que c'est vous qui enseignants, surtout ceux de Bertois là, c'est aujourd'hui que vous allez comprendre les vérités. L'invité qu'on reçoit aujourd'hui, auteur du livre Enseignant millionnaire, va nous expliquer beaucoup de choses. Parce que tout à l'heure, il pleurait, il disait que on doit revaloriser le salaire des enseignants. Bon, maintenant, est-ce qu'on doit payer maintenant 1 million, on doit payer les millions aux enseignants pour qu'ils nous enseignent? Des fois, des choses qui ne nous servent à rien. Parce que moi, chaque jour, LNDX ne me sert à rien. Voilà, bref.
Ou alors, c'est qu'il va nous montrer comment les enseignants doivent devenir millionnaires. Bref, on lui laissera le soin d'y répondre. Derrière moi, il y a des gens qui ont fait les bacs plus 28. Mais ça laisse à rien. Bref, on va régler le problème des enseignants aujourd'hui. Si tout ceci est clair pour vous, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité. Non sans rappeler que derrière à la régie, on a Yvan, on a Hans et on a Mouisha Boubaka. Mais grâce, on va gérer ça plus tard. Bref, cela étant dit, bonjour Wilson. Bonjour Valère. Comment tu vas? Je vais très bien. Super. Et tu as dit qu'il vient de loin pour se faire battre, pour se faire massacrer. Donc ça veut dire que il aime ça. Je ne sais pas s'il est un peu masochiste, mais bon. On va faire... Bon, Wilson, pour ceux qui te découvrent, ta caméra est là. Qui es-tu? Je suis un enseignant de formation. Quelle matière? Mathématiques. Encore vous. Continuons. Je suis un enseignant de formation. Je vais me définir comme un entrepreneur en herbe. Oui. Comme un investisseur. Oui. Et aussi comme quelqu'un qui cherche l'argent. Non, c'est important. C'est important. C'est important. Voilà. Donc, c'est tout. Je suis enseignant dans un lycée de la ville de Berthois qui s'appelle le lycée bilingue de Bonis. Okay. C'est à l'entrée de la ville de Berthois pour ceux qui connaissent bien Berthois. Big up à tous ceux qui sont du lycée bilingue de Bonis à Berthois. Pour passer un bonsoir à tous mes collègues qui me regardent et qui me regarderont certainement sur cette chaîne. Voilà. Ok. Merci. Ok. Nous, si on leur passe le bonjour, prenez-moi comme un petit frère, même si on ne va pas faire les cadeaux à votre collègue. Wilson. Oui. Tout à l'heure, tu parlais du salaire des enseignants. Sauf qu'il y a un penseur qui a dit, quand on a la connaissance, on crée. On ne pleure pas. Mais comment ça se fait que les enseignants qui sont censés distiller la connaissance se plaignent du salaire qui est petit? Merci. C'est une question à laquelle j'aime répondre. Parce que on ne pleure pas, certes, mais tout part du contexte dans lequel on se trouve. Je vais accuser, sans condamner, mais je vais accuser les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont quelque peu oublié l'éducation au Cameroun. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a Nelson Mandela qui a dit que l'éducation, c'est, on va dire... L'arme par laquelle on peut transformer exactement, exactement. Donc, au Cameroun, je ne comprends pas comment les pouvoirs publics ont carrément mis de côté le volet éducation pour un peuple comme le nôtre. Un peuple très intelligent d'ailleurs. Nous sommes réputés pour être très intelligents. Brillant, c'est vrai. Oui, très brillants. Et je pense que à partir de si on tient compte de ça, on comprend tout de suite que l'enseignant est en mal au Cameroun. Oui, on comprend tout de suite ça. Donc voilà la raison pour laquelle je dis les enseignants se plaignent et certains peuvent se plaindre et trouver des solutions eux-mêmes. Certains peuvent se plaindre comme ça et trouver des solutions, mais d'autres peuvent se plaindre et lorsqu'ils regardent devant et regardent derrière, ils regardent autour d'eux, il n'y a pas moyen de se frayer un chemin vers un semblant d'indépendance financière. Comment ça, il n'y a pas moyen? Ceux, par exemple, comme je disais, des enseignants qui se trouvent dans l'arrière-pays, c'est difficile. De faire quoi? C'est difficile on va dire quoi? De créer d'autres sources de revenus. C'est difficile. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes réalités que nous. Il manque d'eau, il manque d'électricité. Et s'il n'y a pas d'électricité, ils vont charger leur téléphone comment? Pour se connecter ne serait-ce qu'à Internet. Les parents dans ces zones-là n'ont pas la même mentalité que les parents des villes. Les parents n'ont pas la même mentalité. Lorsque tu vas dire à un parent d'envoyer son enfant dans un groupe de répétition, il ne va pas voir l'intérêt. Je prends le cas sur mon lycée.
Mon lycée est un lycée qui est situé en zone périphérique de la ville de Berthois. Quand je dis zone périphérique, c'est une zone où les enfants ne sont pas très... Ils sont pas très engagés à l'école. Donc, ils sont un peu plus... Je suis dans la région de l'Est. Donc, les enfants qui sont en zone périphérique ne sont pas très... Même les parents ne voient pas trop l'intérêt de l'école. Pour eux, c'est un peu du suivisme. On envoie l'enfant à l'école juste parce que, bon, il faut que l'enfant aille à l'école. On a dit que l'école... Pour eux, on leur a dit que l'école était bien. Donc, là-bas, mon lycée, c'est un lycée qu'on ferme tous les soirs à 15h30. À 15h30, il n'y a plus aucune activité. Pourtant, dans les lycées de ville, dans les lycées de la ville de Berthois, qui sont au cœur de la ville, à partir de 16h, d'autres activités démarrent. Groupe de répétition par-ci, groupe de répétition par-là. C'est partout, dans un même lycée, vous pouvez vous retrouver avec 4 groupes de répétition. Pour des enfants qui sont, au lieu de rentrer à la maison, sont restés bosser. Dans mon lycée, qui est un lycée en zone... Je rappelle bien que je suis à Berthois, mais en périphérie de Berthois. Les enfants n'ont aucun intérêt. Ils ne veulent même pas entendre parler des répétitions. Et quand bien même tu leur... Au départ, on croyait que c'était le taux. On avait mis le groupe de répétition, on avait dit répétition 10 000 francs. Ils ont dit que c'est cher, on a mis à 5 000. Et même à 5 000, c'était difficile de recouvrer les frais de répétition. Donc je le dis parce qu'on a quand même commencé. On n'a pas pu faire les répétitions dans mon lycée. Donc, ça veut donc dire que si nous, en périphérie de Berthois, on n'arrive pas à s'en sortir, combien de fois dans l'arrière-pays, ou pour l'enseignant, c'est l'une des activités, puisque l'enseignant est formé pour, disons sa seule compétence, c'est enseigner. Bon, disons, c'est ce qui se dit. Se disent. Leur seule compétence, c'est enseigner. Donc, imaginez alors quelqu'un qui est à l'arrière-pays et que pour lui, tout ce qu'il sait faire, c'est enseigner. Il est mal parti. Qui est responsable du fait qu'il ne sache qu'enseigner? Bon, on va dire quoi? Il y en a qui sortent de familles où, ou bien je veux dire, de génération en génération, on a été enseignant. On leur a pas, ou bien ils n'ont pas vu leurs parents faire autre chose que être soit fonctionnaire, soit enseignant. Donc pour eux, c'est que, à part enseigner, il n'y a plus d'autre chose qu'on puisse faire pour gagner de l'argent. Contrairement à d'autres, qu'on va dire, j'ai des collègues qui sont nés dans des familles où les parents n'étaient pas fonctionnaires, les parents étaient agriculteurs et jusqu'aujourd'hui, tu te rends compte que dans leur propre vie, après les cours, ils sont au champ. Et tu vois, ceux-là s'en sortent mieux. Voilà. Donc, et je crois qu'on va arriver sur ce point-là où moi, je pense que pour qu'un enseignant s'en sorte, il lui faut développer une activité secondaire. On est d'accord. Il lui faut développer une activité secondaire. C'est même pas que les enseignants. Hein. Voilà. Oui, pas que les enseignants. Bon, comme on est dans le contexte, bien sûr. On parle des enseignants. Et j'écoutais un entrepreneur l'autre jour qui disait que pour entreprendre, c'est chercher à résoudre 4 problèmes. Des problèmes douloureux, des problèmes urgents, des problèmes fréquents et les problèmes populaires. Oui. Donc, il disait, les problèmes douloureux, il parlait des problèmes... la maladie, exactement. Et que ce soit une douleur physique, une douleur sentimentale, une douleur émotionnelle. Donc, ça fait que lorsque tu regardes quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer en public, tu peux te rendre... un enseignant peut décider d'être une sorte de coach et trouver son compte. Voilà. Beaucoup ne vont pas penser à ça, mais c'est la réalité. Un enseignant peut devenir un coach. Est-ce que ça ne montre pas quelque part que les enseignants, très souvent, ils ont beaucoup d'ego? Se disent, j'ai la connaissance, j'ai besoin de me former pour apprendre telle ou telle chose. Et c'est ça qui tue donc les enseignants. C'est ça qui tue les enseignants. Je fais partie d'un corps de métier qui est très difficile à manager. Tout le monde est intelligent. C'est ça. Tout le monde a minimum bac plus 3. C'est ça. Voilà. Et on sait que quand quelqu'un sait qu'il a beaucoup fréquenté, il fait le gros dos. Il fait le gros dos. Donc, tout le monde est intelligent. Et aussi, l'enseignant est quelqu'un qui réfléchit énormément. La raison pour laquelle, généralement dans les réunions, les associations, les enseignants ne sont pas souvent... Je veux dire, on les met souvent de côté lorsqu'il s'agit de postes stratégiques. De manipulation, les postes où on manipule de l'argent. Ah oui? Oui, on les met de côté, oui. Et pourquoi? Parce que lorsque
nombre d'affaires, ou bien lorsqu'un commerçant va venir, il aura besoin de 1, 2, 3 millions pour son business, l'enseignant va réfléchir. Il va se dire, oui, il va se dire que, mais comment ça se fait que tu peux prendre 1 million, 2 millions, 3 millions, et on n'a pas de garantie, est-ce qu'on est sûr que ton histoire là, ça va marcher, est-ce que tu as une avaliste, et tout et tout. Pourtant, quelqu'un d'autre qui a une autre mentalité et qui n'est peut-être pas enseignant, va réfléchir, ne va pas réfléchir, va se dire que sur le business, soit généralement en business, soit on gagne, soit on perd. Donc voilà pourquoi généralement dans les associations, on met les enseignants de côté. Ils occupent généralement des postes de secrétaire, des postes de commissaire, des postes comme ça. Il ne faut pas l'argent. Mais où il y a l'argent, généralement on met les enseignants de côté. Et ça, c'est dû au fait que l'enseignant, lorsque tu lui parles d'une idée de business, la première chose qu'il fait, c'est de te présenter tous les inconvénients autour de ce business-là. Et comment tu vas te casser la figure, et comment ça ne va pas marcher, et comment est-ce que tu as analysé tous les paramètres. Voilà les termes qu'ils utilisent. Vous savez, ce sont des gars qui sont très forts, qui sont très forts en technologie. Est-ce que tu as étudié tous les paramètres? Et c'est ça qui tue l'enseignant. Donc, c'est important de le rappeler parce qu'ils disent tout savoir. Oui. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Mais sauf que y a un gars qui a dit aussi que un enseignant qui enseigne la pauvreté, c'est normal qu'il finisse pauvre. Enseigner la pauvreté... Mais comment peut-on enseigner? Parce qu'on se pose la question, est-ce que ce que les enseignants enseignent aussi a vraiment de la valeur? Je vais prendre un cas, je vais un peu jouer l'avocat du diable. Oui. Moi, ça fait un peu plus de 2, 3, 4, 5, 6 ans que LNDX ne me sert à rien. Mais LNDX a permis de te donner le bac. Oui, et je suis où avec? Est-ce que j'aurais pu avoir le bac sans LNDX? Non, LNDX fait partie des matières sur lesquelles on compose. Oui, je vais poser la question différemment. Oui. LNDX là, j'ai fait ça. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui me permet de manger. Et je veux qu'il même n'a rien à voir avec mon bac. Exactement. Exactement. Comme c'est le cas de 80% des Camerounais. Exactement. Donc, voilà pourquoi je disais, voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit les pouvoirs publics, la gouvernance. Lors des événements OTS, un mouvement qui a été lancé par les enseignants sur les réseaux sociaux juste au lendemain de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, organisée au Cameroun. Les enseignants ont lancé un mouvement d'humeur dénommé OTS. On a trop supporté. L'une des revendications des enseignants, c'était qu'on organise les états généraux de l'éducation. Et ça veut dire quoi, les états généraux? Les états généraux, qu'on essaye de voir comment réformer le système éducatif au Cameroun. Qu'on essaye de voir comment changer les programmes. Qu'on essaye de voir comment adapter les programmes aux réalités africaines. Parce que on sait tous que on a copié le système éducatif français. Et que ce système-là qu'on applique ici, en Afrique. Donc, là maintenant, on ne peut rien faire. Lorsque vous enseignez et que vous sortez du programme, les épreuves sur lesquelles nos élèves composent chaque séquence, arrivent jusqu'à l'inspection. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a une notion que tu as enseignée qui n'est pas au programme, c'est ton téléphone qui sonne. À mort? Oui. Tout le monde doit rester dans le programme, pire encore dans la progression. C'est-à-dire, on décide que tout le monde soit à ce niveau-ci. Donc, vous allez étudier le chapitre-ci. Donc, si en histoire, par exemple, le premier chapitre, c'est la Deuxième Guerre mondiale, dans tous les lycées de la République, tout le monde étudie la Deuxième Guerre mondiale. Si toi, tu décides de commencer par étudier le Cameroun, on t'appelle tout de suite pour dire que ce n'est pas la progression qui a été définie par le ministère. Et donc, on te rappelle tout de suite à l'ordre. Donc, il y a un problème crucial. Et je crois, même sur votre plateau, j'ai écouté des hommes politiques venir et dire que ces programmes ne sont plus valables en Afrique. Ces programmes-là, il faudrait qu'on les adapte au contexte africain. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas notre identité. Et ça ne sied pas aux réalités de nos pays. Justement, tu dis ça, mais tu es enseignant. Je suis enseignant. Et aujourd'hui, est-ce que tu ne contribues pas à former des étudiants pour le chômage? Je ne peux pas faire autrement. Comme je viens de te dire, Valère, je dois suivre le programme. Je dois suivre le programme officiel. Je ne veux pas me mettre en
enseigner comment fabriquer une pyramide alors qu'on m'a juste demandé d'enseigner comment calculer le volume d'une pyramide que personne n'a jamais vu. Je ne peux pas faire autrement. Puisqu'on m'a demandé d'enseigner ça. Les enfants, on a dit, dis-leur comment on calcule le volume d'une pyramide. Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on m'a demandé de leur dire. Donc, c'est ce que je dis, c'est ce que je décide de faire. Bon, c'est vrai qu'il y a des activités comme, il y a des initiatives que les enseignants peuvent prendre. Créer des académies. Et ça, je le dis comme ça parce que c'est des idées que j'ai souvent. Ouais. Créer des académies. Quand je parle d'académie, c'est pour mettre en exergue le fait que, en fonction des régions, et l'expérience a montré, dans ma région, la région de l'Est, le taux de réussite à l'épreuve de mathématiques, depuis au moins 15 ans, le taux de réussite à l'épreuve de mathématiques n'a jamais dépassé 2%. Waouh! Oui, à l'épreuve de mathématiques, au BEPC, je précise, au BEPC, l'épreuve de mathématiques n'a jamais dépassé 2%. Mais ce n'est pas le cas à l'Ouest. Ce n'est pas le cas dans le littoral. Les enfants sont mieux outillés, sont mieux éveillés. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça depuis beaucoup d'années. Ça fait qu'avec le système des académies, on adapte les curricula en fonction des régions, en fonction de certaines réalités. Voilà, en fonction de certaines réalités. À l'Est, les terminales scientifiques sont vides, contrairement au littoral et au centre où les terminales scientifiques sont bondées. À l'Est, c'est plus les terminales littéraires qui sont bondées. Donc, vous voyez, il y a cette divergence-là. Ça veut dire que cette façon, c'est-à-dire, les choses ne sont pas équilibrées. Il n'y a pas une certaine équité dans on va dire quoi, dans la politique éducative au Cameroun, en fonction de plusieurs facteurs. À l'extrême nord, ça ne sera pas le cas. À l'extrême nord, vous verrez qu'ils ont d'autres réalités, ils ont d'autres difficultés. Contrairement à ceux du sud, contrairement à ceux de l'est, contrairement à ceux de l'ouest. Donc, pour dire que la politique, la volonté politique, nos hommes politiques, ça devrait être leur cheval de bataille. Et vraiment, c'est tout ce qu'on peut dire. Moi, enseignant, fonctionnaire, agent de l'État, je suis qui pour commencer à aller à l'encontre de ce que Madame le ministre a décidé ou bien a instruit qu'on enseigne aux élèves. Mais est-ce que c'est pas frustrant pour vous en tant qu'enseignant? Et c'est notre combat au quotidien. On ne peut que parler. Dans nos forats, dans nos, on va dire quoi, dans nos séminaires, on pose ces doléances chaque jour, on les met par écrit. Ouais. Oui. Mais chaque fois que ça monte, ce qui nous revient comme, on va dire quoi, comme réponse, c'est toujours que faites ce qu'on demande de faire. Faites ce qu'on demande de faire. Donc, on parle de ça chaque jour. On parle de ça à notre hiérarchie. Et on ne peut que s'en tenir à ça. Oui, nous sommes fonctionnaires. Ouais. Donc, si l'école était une entreprise, je me dis que les choses ne seraient pas pareilles. Puisque on voit dans les universités que c'est un peu différent. Il y a des universités privées qui prennent des initiatives qu'on ne peut pas. C'est-à-dire, quand on entend parler des universités de technologie, au Cameroun, il y a des universités qui font des merveilles. Parce que c'est un peu plus libéralisé là-bas. Disons, les choses sont un peu plus flexibles, contrairement à nous de l'enseignement des enseignements secondaires. Pire encore de l'éducation de base. Wow. Donc, on n'a pas trop la main libre. Nous ne sommes pas libres de faire ce qu'on veut. Oui, c'est vrai qu'on n'est jamais libre de faire vraiment ce qu'on veut dans une société. Mais moi, je trouve toujours ça un peu impressionnant. Surtout que là, tu parlais du truc OTS. Oui. Finalement, qu'est-ce qu'il en est advenu de OTS? La conclusion, c'était quoi? La conclusion, c'était que, disons, tout ce qui s'est passé après OTS, c'est que on a eu nos rappels des avancements. C'est-à-dire, puisqu'il y avait des revendications d'ordre financier, il y avait aussi des revendications d'ordre, on va dire quoi, structurel. Les enseignants revendiquaient l'application, la mise en application des textes sur le statut particulier des enseignants. D'accord. Parce que ce statut-là, c'est vraiment un statut qui va mettre l'enseignant en haut dans ce pays-ci. Oui, ce statut, si on applique le statut particulier de l'enseignant, si on le signe, et si on l'applique, ça met les enseignants en haut.
Puisqu'il y a une revalorisation, il y aura revalorisation des salaires, il y aura les congés payés. Oui, il y aura un profil de carrière. Le profil de carrière, et c'est encore ça qui tue les enseignants, parce que nous sommes un corps de métier dans lequel quelqu'un est capable d'être enseignant et mourir enseignant. Oui, c'est ne vrai. jamais traverser, ne jamais devenir surveillant général, qui sont des postes de nomination. Ah oui. Censeur ou proviseur, qui sont des postes de nomination. Donc, il n'y a pas de profil de carrière. Un enseignant, dans notre corps de métier, on ne va pas dire qu'après 5 ans, tu passes au grade 2. Ah oui, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça. Comme ça. Donc, quelqu'un peut être enseignant et mourir enseignant. Quelqu'un peut être surveillant général, avoir la chance d'être nommé et mourir surveillant général. Donc, il y a tout ça que le statut particulier viendra gérer comme problème. Donc, comme je disais, après ce mouvement, tout ce que le gouvernement a fait, c'est de payer les rappels des avancements. Oui. Intégralement même pas en intégralité. Parce qu'il y a encore des personnes, je causais l'autre jour avec quelqu'un qui disait que jusqu'aujourd'hui, il attend ces rappels-là. Et ils ne veulent même pas entendre parler de statut particulier. Ah. Oui, chaque fois qu'on en parle, on renvoie toujours ça aux oubliettes. Donc, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est notre pays. C'est notre pays. Ouais. Est-ce que tu es millionnaire? Je peux dire aujourd'hui que oui, je suis millionnaire. Oh, oui, bravo, que tes millions descendent sur nous. Amen. Je suis millionnaire. Je suis millionnaire parce que avec mes quelques années d'expérience, j'ai pu, on va dire quoi, j'ai su placer mes cartes, j'ai su jouer mes cartes. Oui, j'ai su jouer mes cartes. Et lorsque j'écris ce livre, c'est pour montrer à mes collègues comment eux également peuvent placer ces cartes. Pire encore, ou bien mieux encore, à ceux qui sont encore à l'école. Comme ça, au sortir de l'école, ils auront déjà un outil qui puisse les aider à placer leurs cartes, comme je dis. Ouais. C'est un beau combat, hein, parce que très souvent, il y a une clochardisation des enseignants. Mais est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas responsables de cette clochardisation-là? L'enseignant a sa part de responsabilité. Oui. L'enseignant est généralement, comme je disais tout à l'heure, lorsque je parlais des problèmes d'ordre, il y a des problèmes urgents, il y a des problèmes urgents, douloureux. Vous allez voir que l'enseignant, l'école, parmi ces problèmes-là, l'école se situe au moins à 3 niveaux. Oui, l'école se situe au moins à 3 niveaux. Lorsqu'on parle de problèmes fréquents, tout le monde a les problèmes en mathématiques, tout le monde a les problèmes en physique, chimie, tous les élèves ont les problèmes en physique, chimie. Oui, tous ces problèmes-là. Lorsqu'on parle de problèmes populaires, tout le monde va apprendre l'anglais. Tout le monde va apprendre l'anglais. Et les enseignants d'anglais, je n'ai jamais compris comment. Ils n'ont jamais su, mais ils n'ont jamais décidé de se mettre en groupe, créer des centres de formation. On devrait avoir des centres de formation. Est-ce que vous savez que les centres linguistiques régionaux, qui sont dans chaque région, c'est une initiative de la présidence de la République. Bon. Donc, regardez à quel niveau. Puisque lorsque vous voyez les plaques centre linguistique, vous allez voir que la première institution qui est écrite là, c'est président. Ce n'est pas le ministère des enseignements secondaires. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Ah oui. C'est présidence de la République. Wow. Donc, c'est la présidence de la République qui a jugé bon de créer des centres linguistiques. Alors que dans chaque ville, on a au moins un professeur d'anglais, pour ne pas dire 30, pour ne pas dire 40, qui peuvent s'associer pour gérer cette histoire de l'apprentissage de l'anglais en Afrique, donc au Cameroun. Donc, pour dire que c'est un peu de sa faute si l'enseignant ne veut pas, on va dire quoi, ne veut pas lui-même prendre des initiatives pour tirer son épingle du jeu. Et aussi la formation. L'enseignant ne se forme pas. Normal, il connaît tout. Oui, l'enseignant ne se forme pas. En fait, j'ai l'impression qu'il ne sait pas qu'il faut se former.
Il connaît, il a tout, il a Oui. fini à l'école. Voilà, Il enseigne. donc c'est ça le problème de l'enseignant. L'enseignant ne forme pas, il se dit que ce qu'il a, c'est suffisant. Et comme je dis dans ce livre, la connaissance livresque ne sert pas qu'enseigner. Oui, ça ne sert pas qu'enseigner, ça sert juste à développer l'esprit. Oui, et avec ça, il y a beaucoup de choses, et j'en parle dans le livre, il y a beaucoup d'idées de business qu'on peut implémenter pour se faire de l'argent et atteindre une certaine indépendance financière. En tout cas, on sait qu'on souhaite. Et Oui. maintenant, au-delà de tout ça, pour un enseignant Oui. qui souhaite, un enseignant millionnaire, qui souhaite devenir millionnaire, par où il commence? Moi, je dirais, il commence par le vouloir d'abord. Non, il veut. Oui, bien sûr. Il veut. Parce que, et bon, c'est pas tout le monde qui le veut. S'il a Parce fait... que quand les gars sont de nature, qu'ils m'excusent, mais de nature fainéante, Oui. c'est difficile de lui dire que tu dois sortir de chez toi chaque matin à 7 heures et revenir à 20 heures. Oui, ça c'est sûr. Parce que, en fait, juste parce que tu es dehors en train de bosser. Mes collègues me regardent souvent et me demandent comment je fais. Ils disent que je ne prends pas de poids. Pourquoi? Parce que je suis tout le temps en train de travailler. Ouais, c'est vrai. Quand je quitte du lycée, je vais aux répétitions. Quand je finis les répétitions en groupe, parce que quand je dis les répétitions, je vais dans mon groupe de répétitions. Et quand je finis dans mon groupe de répétitions, je vais dans mes domiciles. Des domiciles où je m'occupe des enfants en particulier. Et qui n'est pas... C'est-à-dire, c'est très bien payé. C'est très bien payé. Mais mon collègue ne va pas comprendre ça. Mon collègue va se dire, à un moment, il faut qu'il aille boire sa bière. Il y en a qui le clament fort. Je ne peux pas faire une journée sans boire au moins 3 bières. De toute façon, il y a toujours le bar à côté de l'école. Voilà, exactement. Donc, lui ne comprend pas comment moi, je passe tout mon temps à bosser. Ouais. Oui, lui ne comprend pas. Et il se demande comment je fais. Alors qu'il y a une façon de manager. Quand je dis qu'il suffit de le vouloir, il suffit de faire certains sacrifices. Quand je le fais, je sacrifie aussi ces quelques bières, ces quelques bouteilles de bière c'est un plaisir. Ouais. Tout le monde aimerait bien. Tout le monde aime boire. Voilà. Yeah, donc, allez. je sacrifie ces moments de plaisir. Je sacrifie les 2-0. Oui. Les 2-0, oui. Je sacrifie ça. Non, pas le dimanche. J'ai au moins un 2-0. J'ai mon 2-0. Ok. Oui. 1-2-0. Mais il y en a qui ont 2-3. 2-0. oui, c'est pas simple. Oui. Voilà. Je sacrifie ça. Il y a beaucoup d'autres choses que je sacrifie. Mais je ne sacrifie pas mes enfants. Je ne sacrifie pas mon foyer. Mais je sacrifie ces moments de plaisir-là. Parce que comme disait un célèbre entrepreneur, Stanislas Lezé, il disait, je suis à une phase de ma vie où je suis censé me former. Oui. Dans la tranche 30-40. Oui. Puisque dans la tranche 40-50, je suis censé faire ma richesse. Comme ça, à 50 ans, je pourrai avoir ma Rolex à la main. Donc, pour dire que je suis conscient de ce que ça, c'est la période où j'ai encore de l'énergie. Je peux encore sortir de chez moi et tomber rarement malade. Je peux encore sortir de chez moi, travailler, bosser comme un chien et ne pas tomber facilement malade. Donc ça, c'est une période où je dois capitaliser sur les compétences que j'ai, sur la santé que j'ai et sur les facilités aussi que j'ai à me mouvoir. À un certain âge, ça sera plus possible. À un certain âge, les enfants auront grandi. Ils seront dans leur phase de puberté. Il faudra être là pour les remettre, pour les recadrer à chaque fois que le besoin sera. Ah oui, donc, moi, je pense que tout ça, c'est une question de volonté. Une question de volonté, une question de compagnie aussi. Parce que quand tu choisis mal ta compagnie, tu es mal barré. Et dans le livre, j'en parle. Il y en a qui sont des... Il y a plusieurs, il y a la meute de loups. Oui. Il y a un groupe de gars là qui, pour eux, c'est la fête. Faire la fête. Il y a un autre groupe qu'on appelle les misogynes. Ceux qui sont tout le temps en train de se plaindre de tout. Ouais. Oui, sont les feignants, sont les misogynes. Il y a ces groupes-là. Donc, pour dire que il y a la compagnie, il y a beaucoup de facteurs. Il y a la compagnie, il y a la volonté ferme de se dire, et la prise de conscience aussi, se dire que c'est le moment pour moi d'amasser.
C'est le moment pour moi d'amasser. C'est le moment pour moi d'avoir des actifs. C'est le moment pour moi de sécuriser certains acquis. Oui, mais ils vont te dire que le salaire est petit. Comment ils vont encore amasser? Comme je dis, quand je finis le lycée, quand je finis de faire mes cours au lycée, c'est moi que vous allez voir au collège. C'est moi que vous allez voir à l'université. Ah, j'attaque partout. J'attaque partout. Parce que je peux le faire. L'autre jour, je parlais, lorsque je disais à un certain de mes collègues que j'enseigne déjà à l'université, ils me demandent, ils m'ont vraiment, c'est-à-dire le regard était vraiment un regard, on me regardait comme un sorcier. Moi, à mon âge, ils me disaient que tu prépares encore les cours parce que j'enseigne, je commence déjà à enseigner à l'université. Ça fait qu'il faudrait que je rentre encore dans mes cours de l'université. Pour eux, ce n'est plus l'école. C'est-à-dire, on ne doit plus les voir en train de préparer un cours. Parce que leur cours est déjà dans la tête. J'ai déjà 11 ans de service. Avec certains collègues, pour eux, c'est que on ne doit plus les voir en train de préparer les cours. Pourtant, moi, je prépare encore les cours. Je me lève encore la nuit pour préparer mes cours. Et ça, il faut le faire. Il faut sacrifier ce sommeil-là pour pouvoir le faire. À un certain âge, si tu te lèves la nuit, on va te dire que tu manques de sommeil. Tu vas développer l'hypertension. Tu vas développer certaines maladies. Alors que maintenant, je peux encore le faire. Parce que ma santé encore, je peux encore me priver de certaines choses. Voilà. Donc, vraiment, lorsque dans les vidéos de motivation, les gens parlent tout le temps de travail. Il y en a qui se plaignent que oui, vous allez dire qu'on travaille, on travaille. Moi, je me lève depuis à 5 heures du matin, pourquoi je ne suis pas riche? Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce que tu as à faire, mets de la discipline dans ce que tu fais. Mets de la discipline, mets du courage. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Il faut être discipliné. Et il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Peu importe les difficultés, parce qu'il y en a toujours. Il faut tenir bon. Et enfin, une autre chose, c'est que, comme je disais, il y a aussi la possibilité de se mettre ensemble. Lorsque tu es seul, c'est difficile de faire certaines choses. Ouais. Oui. Mais quand vous êtes ensemble, quand vous êtes un groupe, c'est plus vous pouvez faire des merveilles. On est d'accord. Donc, dans ce livre, j'en parle parce que, comme je disais, nous avons créé une école. Ah oui. Oui, l'école fonctionne depuis 1 an aujourd'hui. Mais du coup, vous avez créé un business. L'école, c'est un business. Exactement. Vous formez les gens qui n'ont pas là où ils vont travailler. Non, mais l'école, c'est l'un des meilleurs business. Oui, on est d'accord. Le business de l'école, encore que je suis enseignant. Ouais. Et comme on dit souvent, c'est mieux d'entreprendre dans le secteur où tu t'y connais. Oui, que tu as des connaissances. Voilà. Donc, la seule chose que nous on a jugé bon de créer, là, c'était une école. Okay. Et on l'a créée, elle fonctionne. Elle fonctionne, même comme on n'a pas encore perçu manger 1 franc de cette école-là. Mais sur le processus, on se dit que avec le temps, ça va aller. Non, c'est clair, c'est le processus. Déjà, vous avez créé l'école. Et toi, aujourd'hui, en tant qu'enseignant, lorsque tu vois des élèves, tu leur dis quoi pour leur vie future? Lorsque je vois des élèves, tu leur dis d'avoir le bac plus 24 après pour aller faire le call box. Je leur demande de ne pas gâcher toutes ces années d'études. C'est-à-dire? Ça, c'est le langage que je... Donc, je vois des enfants, aujourd'hui, avoir un bac C et aller s'inscrire à l'école normale. Oui. C'est-à-dire, j'ai deux ou trois de mes élèves que j'ai rencontrés récemment. Je lui dis, qu'est-ce que tu peux faire à l'école normale? Au lieu d'aller t'inscrire simplement... Et quand je parle de l'école normale, tenez-vous tranquille, l'école normale de nos jours, c'est dans les 200 000, 300 000. Puisque ce n'est plus à intégration directe. Donc, c'est un peu comme l'école privée. Oui. Il a dit que qu'est-ce que tu paies à aller t'inscrire à l'université? Et je vous parle comme ça des enfants de 17, 16, 17 ans qui viennent d'avoir le bac et qui vont à l'école normale. Je leur dis que qu'est-ce que tu paies à aller t'inscrire à l'université? Choisir une filière innovante, aller choisir une filière énergie renouvelable, informatique, télécommunication, pour avoir des sérieuses compétences. Qu'est-ce que tu peux faire à l'école normale? Donc ça, c'est enseignant. Pour devenir enseignant. Donc, et ça, c'est ce que je dis à mes élèves. Ne gâtez pas l'école que vous avez fait. On a payé cher. Et vous-même, vous avez trimé pour avoir ces diplômes-là. Ayez des compétences. Osez. Allez, faites des études difficiles. Allez faire des... Moi, je dis... Quand je dis des études, pour avoir des compétences sérieuses. Ouais. Oui, pour avoir des compétences sérieuses. Le micro qui est devant moi aujourd'hui, c'est parce qu'un gars avait des compétences sérieuses qu'il a pu fabriquer ce micro pour nous faciliter la vie. Tout à fait. Oui, pour nous faciliter la vie. Donc voilà pourquoi je dis, tout n'est pas que business.
Et tout le monde ne pourra pas créer un business. Non, tout le monde ne pourra pas Non. être chef d'entreprise. Non. Voilà. Il aura toujours besoin de compétences. Et on aura besoin de compétences sérieuses. Compétences sérieuses. Tu fais bien de le dire. Toi, en tant qu'enseignant, est-ce que tu recommandes à tes élèves un pied à l'école, un pied dans le business? Je recommande cela. Je Pourquoi? recommande cela. Je recommande cela parce que le contexte oblige les étudiants à le faire. La malchance qu'on a, c'est que on est dans une société où on n'a pas encore établi les choses. De telle sorte que ce soit un peu facile pour les élèves. Quand je le dis, on voit souvent des films américains où il y a des agences de babysitters où des étudiants ou bien des étudiantes proposent leur service de babysitting à temps partiel. Bon, ça, je crois que je vois bien. Je crois que j'interprète bien ça. Et moi, je me suis dit, pourquoi au Cameroun, il n'y a pas ce genre de choses? C'est difficile de trouver une nounou au Cameroun. En Afrique, c'est difficile. Oui, c'est pas dans nos mœurs. Oui, c'est pas dans nos mœurs, en fait. Puisqu'on peut donner le bébé à la voisine. Exactement. On peut faire venir la petite, la cousine au village qui ne fréquente pas et tout. Voilà. Donc, on entre dans des hôpitaux, on voit, ce sont des femmes de ménage, ce sont des ménagères. Pourtant, c'est des endroits où des étudiants peuvent, avec un étudiant très tôt le matin, il peut se lever, venir faire le ménage dans une entreprise. Mais ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Voilà. Qui dit qu'ils n'ont pas le temps? Les étudiants. Vous, les professeurs de maths, vous devez trop d'exercices à faire. Bon, disons que le contexte, comme je dis, on est dans un contexte où on nous a pas appris à être comme ça. On nous a pas appris à être comme ça. L'école telle que le colon nous l'a apportée, c'était une école de bureaucrates. Tout à fait. On forme des bureaucrates, on forme des généralistes, on forme des gars qui s'asseyent derrière un bureau pour administrer. Oui. Voilà. Donc, c'est avec le temps. Et je pense que quelqu'un disait qu'en principe, les lycées techniques devraient être plus nombreux que les lycées d'enseignement général. Et je pense que les parents de nos jours sont en train de comprendre ça. Oui. Beaucoup de parents orientent maintenant leurs enfants vers l'enseignement technique. Beaucoup de parents commencent déjà à comprendre. J'enseigne dans une université où je m'occupe des BTS. Et beaucoup d'enfants ont compris que après le bac, c'est bon d'avoir une compétence technique. Ben oui. Voilà, c'est très bon. Donc, et vous voyez, beaucoup finissent avec leur bac D, leur bac C et même leur bac littéraire et vont à l'université pour chercher un BTS. Voilà, qui est la voie la plus courte pour avoir une compétence technique facilement. Voilà. Ils s'inscrivent dans les IPES, les instituts privés d'enseignement supérieur. C'est ce qu'on appelle. Et les IPES de nos jours ont pignon sur eux, puisque de nos jours, il y en a maintenant, dans chaque région, il y a une université. Ah, je savais pas. Oui, dans chaque région, il y a l'université à Berthois. Voilà. Et comme une université est arrivée, c'est une université de tutelle et qui peut permettre que n'importe qui, monsieur X, puisse créer quelque chose sous la tutelle de cette université-là. D'accord. Donc, voilà pourquoi. Donc, voilà, dans ce sens-là, les choses qui évoluent quand même. Dans ces choses-là, les choses évoluent quand même. Les gens sont en train de comprendre qu'avoir une compétence technique, c'est bénéfique par rapport à une compétence générale. Le bavardage. Compétence générale, le bavardage. Le bavardage. Oui. Bon. En dehors d'avoir le bac là, les mathématiques, ça va quoi? Je suis mathématicien. Non, est-ce que c'est parce que tu enseignes la mathématique que tu es mathématicien? Bon, je ne suis pas mathématicien. Donc, je suis un matheux. J'enseigne les mathématiques. Moi, je me dis, bon, le mathématicien, par rapport à d'après ce qu'on nous a dit à l'université, le mathématicien, c'est celui qui a apporté une certaine contribution. Donc, un docteur peut être appelé mathématicien puisqu'il a contribué en quelque chose au développement de la science. Voilà. Bon, maintenant, ce que je sais des mathématiques, et il y a une étude qui a été récemment menée. Lorsque tu progresses, c'est un exemple. Lorsque tu progresses de 2 points en mathématiques, ça te fait progresser. C'est-à-dire que tes performances dans les autres disciplines progressent d'une façon ou d'une autre. Les mathématiques te permettent d'acquérir une certaine façon de penser, une certaine logique. Ça installe en toi, puisque c'est une science qui ne se fait que dans l'abstrait.
Ça se fait dans l'abstrait. Ça te permet d'acquérir cette capacité à analyser des choses dans l'abstrait. Oui. Moi, je pense que ça te confère une certaine façon de faire les choses, comme on parlait tout à l'heure de finesse. Les mathématiques te permettent d'acquérir une certaine logique. La preuve, si tu es scientifique, je crois que tu es scientifique. Oui, bac C. Oui, voilà. Nos enseignants avaient coutume de dire que les dissertations des scientifiques étaient meilleures par rapport à celles on connaît, oui. Puisque nous avons l'esprit, on va dire quoi, l'esprit critique, on a une certaine logique et les choses sont mieux organisées dans notre tête, contrairement aux littéraires. Je m'excuse s'il y a des littéraires là. En tout cas, tes élèves vont t'écouter. Exactement. Donc, moi, je pense que les mathématiques, et c'est un outil, puisqu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Ah oui? Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Je ne savais pas. Il n'y a pas de prix Nobel. Il y a le prix Nobel de physique, il y a le prix Nobel de chimie, il y a le prix Nobel de médecine, de littérature. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Parce que c'est un outil. Parce que toute cette science-là utilise les mathématiques. Voilà, donc voilà pourquoi ceux qui disent que la philosophie, c'est la mère des sciences, les mathématiques, c'est la mère des sciences. Donc, moi, je le dis. La mathématique, c'est... Puisque partout, on trouve les mathématiques. Et on ne peut pas se passer des mathématiques. Bon, quelqu'un qui fait la littérature... D'une façon ou d'une autre, il fait les mathématiques. Comment ça? Puisqu'il doit organiser ses textes, il ne va pas écrire n'importe quoi. Il y a une certaine logique. En mathématiques, c'est la science de la logique. Il y a une certaine logique qu'il doit mettre dans ses idées. S'il veut présenter une thèse, il doit avoir une certaine logique. Et c'est un peu de la mathématique. Oui. Ok. Ouais. Et là, tu as écrit le livre Enseignant et millionnaire. Oui. C'est quoi le but derrière? Un enseignant sans argent est une Rolls-Royce sans roue. Exactement. C'est fort, hein? C'est très fort. C'est très fort. Et je me souviens, avec mon coach, Bouba, on a retourné ce titre dans tous les sens. Oui. Avant de l'adopter, on l'a retourné. C'était même pas ça. Tu vois, il y avait plusieurs titres là. Et au final, je crois qu'on a même eu à te contacter par rapport à ce titre-là. Et il fallait que ce soit un titre qui bouscule qui bouscule un peu les gens. Oui. Enseignant et millionnaire. On n'a pas l'habitude. Hein. On n'a pas l'habitude de voir ça. Voilà, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et l'idée derrière, c'était de faire comprendre à mes collègues que la nature, pas la nature, la société, notre société, ne nous a peut-être pas fait de cadeaux. Mais c'est pas pour autant qu'on devrait se laisser faire, se laisser aller. Se laisser aller. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est quand même à son habit qu'on reconnaît le moine. Voilà. Donc, et un élève qui est en face de lui, quelqu'un qui apparemment n'a pas mangé, apparemment ne se soigne pas, apparemment a des difficultés, le message qu'il lui transmet ne sera pas vraiment, ça sera, on se comprend. Oui, le message il ne sera pas convaincu. Oui. Puisque l'enseignant lui transmet un message qui lui dit ce que je t'enseigne là, c'est ce qui fera de toi quelque chose, quelqu'un demain. Mais sauf que l'enseignant lui exactement. Moi qui te regarde, quand je te regarde, je me demande si toi-même ta vie donne. Voilà, donc c'était l'idée. Il fallait que... Et dans ma ville, on m'appelle l'enseignant millionnaire. Ça c'est déjà très bien, ça. Oui, on m'appelle l'enseignant millionnaire. Et je me bats. Je vais dire que je me bats. C'est un peu comme un challenge. Bien sûr. Pour moi. Puisque partout où je suis, je dois véhiculer cette philosophie-là. Pas cette image. Parce que cette philosophie-là. Oui, je dois véhiculer cette philosophie-là. Mais c'est vrai que certains en font un peu trop. Certains croient que lorsqu'on est au bar... C'est toujours moi qui dois faire les tournées et tout. Bon, on a dit que non, il s'agit d'une philosophie. C'est pas comme si... Et puis même parce que même si tu es millionnaire, c'est pas pour autant que tu vas payer la note à chaque fois. Exactement. Donc, je pense que c'est un message. C'est juste un message. C'est une philosophie que j'ai voulu faire comprendre aux gens. Donc, j'ai voulu mettre ça dans la tête des gens pour que les gars arrêtent de se sous-estimer. Les gars arrêtent de se laisser aller. Ils arrêtent de se laisser aller. Et je crois que ce n'est que le début. Je pense que avec le temps, et si... Parce qu'il y a un niveau où on peut agir, un autre niveau où vraiment on est obligé d'attendre. Quand je parle de ça, je parle des pouvoirs publics. Oui. Parce qu'à un niveau,
On aura beau chanter, on aura beau dire comment tu dois être présentable devant les élèves, on aura beau... Mais à un moment, si... on va dire quoi? Si la volonté politique n'y est pas, ça ne va pas. On sera à un moment désarmé. Oui, on ne saura plus trop quoi dire aux gens. Oui. Donc, je vous assure, il y a beaucoup d'élèves qui, après leurs examens, m'appellent, me contactent, m'écrivent pour me demander qu'ils sont perdus, ils aimeraient bien être comme moi. Et j'en suis souvent fier. Oui, non, c'est très bien ça. Oui, puisque il y a une certaine énergie qu'ils voient en moi. Oui, il y a une certaine énergie qu'ils voient en moi. Et lorsque je leur montre le livre, ils sont davantage rassurés sur le fait que quand ils me voient, ils sentent quelqu'un qui a quand même confiance en lui, qui a confiance en ce qu'il dit. Et aussi, derrière cela, comme j'ai dit, la compétence prime. Parce que un enfant, il doit te voir propre. Oui. Pour que le message passe. Oui. Il doit te voir propre. Oui. Il doit être sûr que là où tu es là, tu n'as pas de problème. Un certain genre de problème. Un certain genre de problème. Mais aussi, il doit se rassurer. Ce que tu lui dis, ça doit être du vrai. Ça doit être, c'est-à-dire que la matière que tu enseignes. Donc voilà pourquoi j'en appelle à mes collègues de ne pas jouer avec leur formation. Parce que les gars de nos jours ne sont là que pour le gombo. Oui, on ne va plus à l'école normale par vocation. Non, ça fait longtemps. Ça a foutu le camp depuis longtemps. Et puis, bon, maintenant, comme on a coupé l'intégration, je crois que ça va être compliqué. Et ce sera très compliqué. Donc, les gens vont aller à l'école normale par que faire? Parce qu'il n'y avait pas... Et aussi, parce que ils n'ont pas la bonne information. Ils n'ont pas la bonne information. Et c'est où, j'ai un ami avec qui nous sommes en train de réfléchir sur un projet, créer une sorte de plateforme d'orientation à la fin de chaque année scolaire. On voudrait que ce soit d'un premier temps régional, organiser une sorte de on va dire quoi, de forum régional de l'orientation. Parce que ces enfants-là, je vous assure, on a lu les résultats du bac hier. Le bac 2025, c'était hier. C'est sorti hier. Il y en a ils ont jubilé. Après, quand ils redescendent sur terre, il fait quoi? C'est vrai. Ils sont perdus. Et pire encore dans l'arrière-pays. Oui, en région, quand je pire encore, je dis qu'en région où nous sommes, il y en a qui ne sont pas au courant de certaines écoles qui sont ici. Dans la tête des parents là-bas, c'est que à Yaoundé, il n'y a que le CUS, il n'y a que Polytech. Ah oui? Oui. Waouh. Ils ne savent pas qu'il y a des écoles. Ils ne savent pas qu'il y a des écoles d'aviation ici. Non. Ils ne savent pas. Et même des parents qui ont les moyens de payer ces écoles-là. Non. Ils ne savent pas qu'il y a des écoles d'aviation. Ils savent que pour faire l'aviation, le seul concours qui existe, c'est la SECNA. Non. Ils ne savent pas qu'on peut aller se former en privé. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui ne savent pas qu'il y a l'école d'architecture ici. Il y a des écoles d'architecture privées. Vraiment, ils disent privées qui ont leurs moyens. Ouais. Ils disent qu'ils ont leurs moyens pour payer. Mais ils n'ont pas l'information. Mais comment ça s'explique? On a Internet, comment ils n'ont pas l'information? Nous sommes en région. L'information n'arrive pas forcément. Ici, dans les lycées de ville, mais je vais dans la capitale comme celle-ci, ces écoles-là viennent présenter leur école, c'est-à-dire qu'ils viennent faire des prospections. Oui. Ils n'arrivent pas forcément à Marois, ils n'arrivent pas forcément ainsi de suite. Donc, il faut vraiment... Et voilà quelque chose qui peut donner du travail à l'enseignant. Quand je dis que mes collègues sont feignants, je veux pas dire que j'exagère, parce que il y a des idées, il y a des choses comme ça on peut mettre en œuvre pour s'occuper. Pendant les vacances, nous sommes oisifs. L'enseignant est très oisif pendant les vacances. On n'a rien à faire. Ah ouais, on n'a rien à faire, oui, on n'a rien à faire, on n'a vraiment rien à faire, puisque l'école est finie, les répétitions sont finies, les enfants sont en vacances. C'est vrai que nous ne sommes pas en vacances, mais comme les enfants sont en vacances, nous sommes en vacances, puisque l'enseignant n'a droit qu'un seul mois de congé, le mois d'août. Mais tous les autres, nous ne sommes pas en vacances. Mais comme les enfants sont en vacances, nous aussi, on est en vacances. Donc, on a énormément de temps, et c'est l'un des avantages que l'enseignant a. Le temps matériel. Donc, vont dire qu'on prépare les cours. Mais combien prépare les cours encore après 5 ans de service? Ouais, ça revient à la même chose. Combien prépare? Il y en a qui ne sont pas honnêtes. Lorsque je faisais certaines vidéos, lorsque je postais les extraits du livre sur Internet, je parlais de l'un des avantages que nous avons, c'était qu'on a assez de temps matériel. Il y en a qui me disaient qu'on prépare les cours à quel moment, on corrige les copies à quel moment. Mais non, on a assez de temps. On corrige les copies seulement à la période des séquences. Oui, et après... Et voilà, et c'est tout. Et après 10-15 ans de service,
Un enseignant va me dire qu'il ne peut pas encore les cours de la même manière. Il va peut-être qu'en faire début de quelques carrière. mises à jour. Exactement, voilà, quelques mais mises à c'est jour. pas pareil. Donc, les gars sont très forts pour trouver les couacs, pour trouver les excuses. Comme madame la sénatrice disait, l'excusite. L'excusite. Oui, la maladie des excuses. Ouais. Ils sont très forts. Et bon, parfois aussi, quand quelqu'un est dans son malheur, il faut se dire qu'il ne doit s'en prendre qu'à lui. Hein. Quand vous voyez souvent certaines personnes avoir leurs problèmes, parfois c'est leur faute. Hein. Oui, parfois c'est leur faute. Il faut parfois les laisser se ressaisir d'eux-mêmes, comprendre que, pourquoi il disait que tout part de la volonté. Il y en a qui veulent se faire de l'argent. Oui. Mais quand tu lui dis, bon, va faire telle chose, tout de suite, il trouve qu'il a quelque chose d'autre à faire. Ouais, on trouve une excuse. Il trouve qu'il a quelque chose, il trouve une excuse. Et comme ils sont champions pour analyser les concepts, pour, on va dire quoi, analyser les paramètres. Avant de se lancer. Toutes les CNTP. Voilà, il faut qu'on soit dans les conditions normales. Et c'est où l'enseignant, généralement... Vous êtes trop, comme vous êtes trop intelligent, vous analysez trop. Intelligent, on analyse. Tout le monde est intelligent. Oui. Minimum bac plus 3. Voilà. Ouais, un enseignant. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Il ne veut pas se mouiller. Il ne veut pas se mouiller, il ne veut pas se salir. On va me voir en train de... On va me voir en train de... Et c'est ça qui... J'ai un collègue qui a acheté son tricycle récemment. Aujourd'hui, les gars l'envient. Ah oui, Au début, quand on disait que monsieur, notre collègue, monsieur Ondoa, il faut que je le cite parce que vraiment, il a gagné mon respect. Dans mon lycée, monsieur Ondoa a acheté son tricycle. Il en est fier. Et aujourd'hui, ce qu'il réalise, mais c'est terrible. Il conduit son tricycle lui-même. C'est pour faire quoi avec? Le tricycle, c'est... Oui, je connais, mais il en fait quoi? Le convoyage, non? Ah, ok, d'accord. Oui, il fait les déménagements. Ah oui, lui-même. Lui-même. Waouh. Plus que c'est quelque chose qui, généralement, quand tu confies à quelqu'un, on a tendance à t'éviter. Oui, c'est une source de maux de tête. Donc, lui-même le fait. Et il n'a pas eu peur de se salir. Donc, ce que j'encourage dans ce genre d'initiative, c'est que faut pas avoir peur de se salir. Faut pas avoir peur de on va dire quoi? De se compromettre, entre guillemets, d'une certaine façon. Oui. Pour pouvoir initier quelque chose qui va t'aider, toi. Mais généralement, les gars ont peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est vrai que ça existe dans toutes les sociétés, ça existe, mais l'enseignant, généralement, avec son bac plus 3, bac plus 5, ne peut pas... Généralement, il se dit, on va pas me voir en train de faire certaines choses. Ouais, et pourtant. On va pas me voir en train de faire certaines choses parce que je suis quand même un prof. Ouais. Donc, c'est ça. Là, on arrive pratiquement à un autre échange, Wilson. Et s'il y a un conseil que tu aimerais adresser d'abord aux enseignants, ce serait lequel? Le conseil que j'aimerais adresser à mes collègues, c'est de chercher à acquérir d'autres compétences. Chercher à acquérir de nouvelles compétences. Il y en a tellement. Et Dieu a béni l'enseignant avec ce background qu'il a, de pouvoir apprendre tout et n'importe quoi. L'enseignant peut tout apprendre. Puisqu'il montre à... Ah, ben oui, il a la pédagogie. Il montre exactement, il a la pédagogie. Il sait comment il peut mieux apprendre. Il sait comment il peut apprendre plus vite. Mais c'est les compétences qu'on paye de nos jours. Bien sûr. C'est les compétences qu'on paye de nos jours. Les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour une compétence. La dame qui était là avant moi, oui. J'ai eu dit qu'elle était coach parental. Oui. Mais les gens payent. Bien sûr. Aujourd'hui. Même si ce n'est pas encore entré dans nos mœurs, mais ça vient. Ça vient. Oui, ça vient. Ouais. Des gens viendront lui demander de l'argent pour des conseils. Juste des conseils. Oui, bien sûr. Le médecin donne du fait du conseil. Exactement. Aussi. On le paye pour ça. Donc, que les gars se forment. Que les gars acquièrent de nouvelles compétences. Avec le temps qu'on a. Parce que je sais qu'on a le temps. Ah voilà. En tout cas, c'est un médecin. En tout cas, c'est un enseignant qui parle. Avec le temps que nous avons, mettons ce temps à profit. Mettons cette facilité d'apprendre que nous avons là à profit pour créer pour acquérir des compétences et par ricochet acquérir de la richesse, créer de la richesse. Amen. De toute façon, c'est grâce à ce qu'on sait faire qu'on gagne de l'argent. C'est fait. Ok. Et une raison pour laquelle on devrait lire ton livre, Enseignant et millionnaire?
une raison pour laquelle on devrait lire, c'est que en début de carrière, Oui. on n'a pas souvent quelqu'un pour nous conseiller, Ouais. quelqu'un de notre domaine, pour nous conseiller sur les pièges à éviter, sur les choses à faire à Oui. tout prix, les choses à ne surtout pas faire. Et la manière optimale d'utiliser ce que nous avons comme ressources dans notre corps de métier. Il faut acheter tout le cas, livre. Ils ont le temps. Ils ont le temps. Il faut maintenant voir aussi. comment organiser tout ça. C'est ça. En tout cas, il est millionnaire, hein, il a dit. Donc, il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Ok, Wilson. Ta caméra... Ah non, oui, dernière question. Oui, Là, l'actualité brûlante, là, c'est les élections. oui. Est-ce que tu as un candidat? Oui, j'ai mon candidat. Est-ce que tu veux nous dire qui est ton candidat? Bon, c'est quand même, c'est quand même quelque chose de secret. Mais Ça dépend de toi. Hein, si tu veux en oui, parler. je préfère taire mon candidat en fonction de mes convictions politiques. Mes convictions politiques, je fais pas de la politique, mais j'ai quand même on va dire quoi? J'ai quand même un penchant Oui, forcément, pour un forcément. candidat. Mais ce que je déplore, c'est le fait que nos aînés Oui. ont réussi à nous mettre dans la tête, nous jeunes, que si tu fais de la politique, soit on va te tuer. Exact, merci beaucoup. Oui. Ils ont réussi à nous mettre dans la tête, soit on va te tuer, soit on va te faire entrer dans des cercles, soit ils ont dit, pour nous, la politique, c'est quelque chose qui effraie. Ouais, et pourtant. Participer au jeu politique, c'est devenu dangereux. Oui. Même pas que c'est devenu dangereux. Ils ont réussi à nous faire croire que c'est très que c'est dangereux, très qu'il ne faut dangereux. surtout pas. Qu'il faut surtout pas. Pendant ce temps, ils jouent avec la politique comme ils veulent. Et c'est ce que je trouve déplorable. Oui. Pour le contexte, pour nous, Africains. Mais je pense qu'on est en train de comprendre. Je pense qu'avec avec le temps, je crois que la scène politique va s'épurer. Oui. Et je pense que la jeunesse va prendre les choses en main. Parce Et qu'on n'a c'est pas ce le que je souhaite. C'est ce que je souhaite vraiment. Que la jeunesse commence à s'intéresser aux jeux politiques. Oui. Que la jeunesse commence à avoir des aspirations Oui, politiques. c'est important. Oui. Même si tu viens de nulle part, tu peux devenir quelqu'un. Tu peux devenir le maire de ta localité. Bien sûr, tu peux bien sûr. devenir le député de ta bien localité. Pas Sénateur. forcément président, parce que la présidence, C'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce qu'il n'y a qu'un seul Président pour un pays. Oui, pour un pays. Mais tu peux contribuer à ce que ta localité se démarque, ta localité évolue, ou bien chaque jeune peut contribuer à cela si il décide de s'intéresser à la chose politique. Je confirme. Donc, et quand je le dis, c'est parce que avec le temps, à un moment, j'ai dit que c'est quand j'aurai 60 ans, quand je saurai que je n'ai plus rien à perdre, Que je vais me lancer en politique. Mais je pense que je vais revoir ma façon de penser. Et peut-être, pourquoi pas, d'ici quelques années, pourquoi pas quelques mois. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est même quand on est jeune qu'il faut faire la chose. Exactement. Ta caméra est là, je te laisse le mot de la fin, Wilson. Voilà, pour le mot de la fin, je remercie l'équipe Argent Libre. Non, Argent c'est nous qui te Libre remercions. qui a pensé à moi, qui a pensé à m'inviter sur ce plateau. Je suis content parce que avec mon téléphone, j'ai l'habitude de voir des très grandes personnalités qui sont assises à la place où je suis assis aujourd'hui, qui se font interviewer, et je rêvais souvent aussi d'être... Ah, le rêve qui est devenu la réalité. Voilà, le rêve qui est devenu la réalité. Donc, vraiment, chapeau bas à cette Merci. équipe qui fait des merveilles, dans ce travail d'éveil des consciences de la jeunesse, puisque c'est une équipe jeune. Donc, c'est un exemple à suivre. C'est un exemple pour la jeunesse. Et je nous recommande à nos jeunes d'aller en nous puiser cette énergie-là, cette énergie dont l'Afrique a besoin pour que les choses changent, pour que les choses bougent, parce qu'elles ne vont pas changer du jour au lendemain, mais pour que les choses commencent à bouger. Donc, et c'est
Je pense que ce sera mon mot de fin. Que chacun aille puiser en lui. Aussi, c'est-à-dire, peu importe l'endroit où il se trouve, qu'il essaye de penser comment est-ce qu'il peut faire pour bouger les choses. Faire bouger les choses. À sa manière. Pas besoin de faire du folklore autour, mais à sa manière. Et avec le temps, ça trouvera l'écho. En tout cas, chacun n'a qu'à faire sa part. Voilà, merci. Alors, c'est sur ces belles paroles du pasteur Wilson Mekonto que nous allons mettre un terme pour ce énième épisode du podcast de l'écrivain. Bon, les enseignants là, le livre là, nul n'a le monopole du savoir. Donc, accepter d'aller apprendre. Parce qu'on dit que au 21e siècle là, l'ignorant, c'est celui qui va refuser de désapprendre. Oui. Donc, c'est le moment d'apprendre à nouveau à apprendre. Parce que les choses vont vite. Hein? Ça va très vite. Va très, très vite. Et vous-même, vous savez que l'argent que tu gagnes n'est que le reflet de la valeur que tu apportes au monde. Et si aujourd'hui, là, les poches ne donnent pas, c'est qu'il y a un truc qu'il faut encore aller apprendre. Et pour les élèves, on dit que c'est le bac qui fait beaucoup de bruit. Sinon, la licence, là, ils sont calmes derrière le call box. Tu vois un peu, non? Donc, c'est bravo, bachelier, c'est très bien. Mais sachez qu'il y a une vie après le bac. Je dirais même que la vie commence après le bac. Donc, restons lucides. One leg in school, one leg in business. Ça, c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit. Donc, maintenant que tout ceci est clair, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et les petits secrets du professeur, là, il faut mettre en commentaire. On va découvrir ça aujourd'hui. Cela étant dit, merci Wilson. Merci. D'avoir fait le déplacement quand même de Berthois jusqu'ici. Et on se donne rendez-vous au prochain numéro. Minakano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.